Mon invité Côte d'Azur du jour, il sera en terre monégasque le 17 mars prochain à 20h. On a tout essayé, on n'est pas couché. TPMP, c'est un chroniqueur à succès, mais avant tout, un humoriste confirmé qui nous présente son 5e spectacle au Sérénissime de l'humour. J'ai nommé Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Samuel. Bon déjà Jean-Luc, bon anniversaire en retard puisque vous fêtiez hier vos 30 ans, c'est ça plus ou moins? Non, je vais pas faire le coquet, c'était 31. Vous la sentez l'arnaque ou pas? Un petit peu, un tout petit peu. Donc Jean-Luc, vous serez sur la scène du Grimaldi Forum pour nous présenter votre nouveau spectacle Brut. Être sans fioriture, sans filtre, c'est votre marque de fabrique, mais là on peut dire que vous avez poussé le curseur quand même assez loin. Ah oui, là j'ai pété tous les compteurs. Je me suis dit vraiment on a plus le temps de prendre le temps de mettre les formes. Il faut dire les choses déjà parce que c'est libérateur, on en a besoin. Et puis là ça devient très, très compliqué. Entre la période de pandémie qu'on vient de vivre, plus le contexte actuel, on a vraiment besoin de changer les idées, tout en étant conscient de ce qui se passe autour. Et j'en parle dans le spectacle, j'adapte mon spectacle en permanence, mais on a besoin de se libérer, ouais. Ce spectacle, oui, vous le qualifiez d'incorrect, d'impoli. Vous avez enlevé en fait toutes sortes d'artifices, toutes les questions usuelles avec le public, par exemple. Et mine de rien, dans ce spectacle, ça monte crescendo. Ça monte crescendo, même si ça commence honnêtement, vous verrez très très fort. La première question en général surprend beaucoup le public parce que c'est très interactif. Moi, ce que j'aime, c'est créer un lien avec les gens qui sont dans ma salle. Et puis après, c'est pour ça que le spectacle aussi s'allonge souvent pendant les représentations parce qu'il y a beaucoup d'improvisation. Mais c'est un spectacle aussi très écrit. Donc j'aborde tous les sujets qui peuvent tendre aujourd'hui, mais on a envie de parler et c'est ça dont les gens me parlent à la sortie du spectacle. Ils disent ça fait du bien d'aborder ces sujets, de pas les éviter parce que des fois par peur aussi des réactions des gens, il y a des sujets qui font un petit peu fuir et je pense qu'on peut s'amuser de tout et on en a besoin. Il faut pas éviter les sujets. Cet aspect à la fois sans filtre, jubilatoire finalement, il y a que la scène qui le permet actuellement. Vous nous le confirmez, c'est l'un des derniers endroits où on peut vraiment s'exprimer à 100%. C'est un luxe, faut en profiter. Ouais, je pense vraiment que c'est un luxe parce que sur scène vous avez quelque chose qui est de plus en plus difficile à obtenir, c'est-à-dire du temps. Vous avez le temps d'aller au bout d'une idée. Sur les réseaux sociaux ou même sur certains plateaux télé, c'est compliqué parce que souvent vous êtes coupé ou vous êtes mal interprété ou on extrait une phrase du contexte et d'un seul coup ça peut prendre des proportions qui vous dépassent. Sur les réseaux sociaux, développer une idée, c'est comme essayer de traverser l'autoroute un jour de grande circulation. Là, vous avez le temps de prendre les gens, de leur expliquer. Puis moi, j'ai toujours misé sur l'intelligence du public et ça se passe toujours très très bien et c'est pour ça qu'ils en sont plutôt reconnaissants à la sortie. Vous êtes sans filtre, on l'a dit Jean-Luc, parce que les auditeurs ne savent pas et vous non plus d'ailleurs, ça pourrait être votre dernier spectacle et c'est une manière finalement de pas avoir de regret que ce dernier spectacle où vous lâchez tout. Oui, un petit peu. C'est vrai que moi j'ai eu une carrière un petit peu particulière parce que je viens de la scène, j'ai commencé il y a 30 ans la scène. Pendant 10 ans, je n'ai fait que ça et puis après j'ai rencontré Laurent Ruquier qui m'a amené à la télévision, donc peut-être que certaines personnes m'ont découvert sur scène, mais mon vrai métier m'ont découvert à la télé, c'est un lapsus révélateur, mais mon vrai métier c'est la scène et ça le restera jusqu'au bout. Et c'est vrai que souvent les gens qui me connaissent uniquement par le prisme télé sont surpris parfois de l'humour noir que je peux développer sur scène, du caractère sans concession de mon écriture. Mais c'est super important pour moi de remettre entre guillemets l'église au milieu du village. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le spectacle que vous avez peut-être le plus travaillé. Il est prêt depuis 2-3 ans et c'est celui aussi que vous avez le plus modifié, quasiment une 20aine de fois. Ah oui, c'est ça. Il est resté nouveau pendant presque 2 ans. C'est la première fois où les gens se disent en me voyant arriver sur scène, il a l'air plus jeune sur l'affiche quand même. Donc je m'adapte en permanence. C'est un spectacle, vous verrez dans la construction, qui est très libre, qui n'évite aucun sujet. Donc là encore la semaine dernière, j'ai rajouté des choses sur la Russie parce que c'est très difficile de passer à côté d'un tel sujet. C'est un spectacle que je voulais vraiment ancrer dans l'actualité du moment. Ça demande beaucoup d'écriture, mais c'est un exercice que j'adore. Et d'ailleurs, plus ça va, plus je me dis que j'aimerais bien revenir en radio parce que cet exercice du quotidien m'intéresse beaucoup. Dans ce spectacle, en tout cas, vous vous attaquez à une espèce de liste noire de sujets qui sont très variés. Ça va du terrorisme, de la politique, il y a même du sexe, il y a même un certain type de lifting aussi. Je sais pas si on a le droit de le dire. Mais je pense que c'est vous qui êtes gêné parce que moi tout va bien. Mais allez, Samuel, dites de quoi il s'agit. Non, j'invite tous les gens à aller au Grimaldi Forum, voilà, tout simplement le 17 mars, voilà, c'est tout. Mais ce sont des thèmes très variés, voilà, faut le dire. Ah, c'est très varié. Moi, je me place toujours dans la position de spectateur quand je construis un spectacle. En tant que spectateur, je m'ennuie très vite. Donc, j'ai toujours besoin, quand j'écris un spectacle, de mettre plein de fausses pistes et je me dis toujours, les gens, une fois qu'ils ont compris où je veux aller, c'est bien de faire un virage à 90 degrés, partir dans une autre direction,
toujours les maintenir en éveil. Et c'est ça qui fait, je pense, ma particularité aussi. On l'a dit, parmi ces sujets, on retrouve la politique. Alors Jean-Luc Lemoyne qui évoque la politique, ça donne ça. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura aucune blague dans ce spectacle sur Jean Castex. Je suis désolé. Sinon, ça passerait pour de l'amertume ou de la jalousie. Il y a des règles dans mon métier. Tu critiques pas un mec qui est plus drôle que toi. Le mec, il est arrivé, il a tué le game tout de suite. Il est arrivé en conférence de presse. Oh, elles sont où mes lunettes? Ah, dis donc, elles sont sur mon nez. Et là, on s'est dit, on est mort. Bah oui, Jean-Luc, si la personne qui doit guider la France trouve pas ses lunettes sur son nez, on est mal. On est mort même. On est mort. C'est compliqué. En plus, dans cette période assez pesante au niveau politique international, c'est vrai que quand on se dit que notre Premier ministre, cette image était diffusée dans le monde entier, ça a dû donner la confiance à plein de gens à l'extérieur des frontières. Et celle d'ailleurs que vous regrettez particulièrement, il me semble, c'est Sibeth Ndiaye. Ouais, Sibeth Ndiaye, c'est quand même la porte-parole du gouvernement qui nous avait expliqué très sérieusement au début de la pandémie que le problème en France, c'est pas qu'on n'avait pas de masque, c'est qu'on ne savait pas comment porter un masque en France. Et là, on s'est dit, on est vraiment un peuple d'abrutis. Et c'est compliqué, mais en même temps, je me dis que si les Français ne sont pas capables de mettre un masque, est-ce que c'est prudent de leur demander d'aller voter? Un peu trop de responsabilité. Est-ce qu'il faudrait pas y aller étape par étape? D'abord, il faudrait leur donner des jeux d'éveil, genre des formes, arranger des cases. Et après, on leur explique comment mettre un masque en papier. Et s'ils réussissent tout ça, éventuellement, on leur dit d'aller voter, sinon on va avoir des grosses surprises en avril. Ouais, c'est clair, faut y aller par étapes. On le précise, Jean-Luc aussi, pour ce spectacle, il y a beaucoup de familles qui nous écoutent. Il est conçu quand même pour un public âgé, de 18 à 80 ans. D'ailleurs, vous dites, si vous venez avec des enfants, il risque d'y avoir des conversations compliquées sur le chemin du retour. Ouais, je préfère être honnête. Moi, c'est un spectacle que j'avais d'abord déconseillé et je m'étais interdit de le montrer à mes enfants. Et puis finalement, il y a eu 2 ans de pandémie, donc mon fils a grandi. Alors après, peut-être 18 ans, c'est excessif parce que on aimerait que nos enfants restent purs et vraiment ne sachent rien de la vie jusqu'à 18 ans. La vérité, je pense que à 16 ans, ça va, vous êtes tranquille. En dessous de 16 ans, il est possible qu'on vous pose des questions sur le chemin du retour. À vous de savoir si vous avez envie ou pas. Moi, au final, mes enfants sont venus. Mais on laissera nos éditeurs juges. Vous allez vous produire en principauté, c'est un retour pour vous, puisque au Sérénissime de l'humour, vous étiez déjà passé en 2010. Vous qualifierez comment ce public monégasque, Jean-Luc Lemoyne? Il est vraiment différent des autres ou c'est une légende? Moi, j'ai un souvenir, j'ai été passé une fois au Sérénissime, j'ai un très bon souvenir. C'était un public chaleureux, éduqué, c'est pas au sens scolaire que je dis ça, c'est éduqué, c'est-à-dire éduqué au spectacle. Parce que quand il y a un rendez-vous comme les Sérénissimes chaque année, d'un seul coup, les gens, ils sont pas débutants en humour. Ils ont besoin de choses un peu écrites, des gens qui sont exigeants, dans le bon sens du terme. Après, moi, je me souviens qu'il y a 10 ans, je faisais un sketch sur des magasins de hard discount comme Leader Price. Oui. Et c'est la seule fois en France où, en proche... j'ai arrêté le sketch au milieu pour expliquer le concept du hard discount. Parce que là, on sentait qu'à Monaco, ça leur parlait moins. Ouais, effectivement. Votre actualité, Jean-Luc Lemoyne, c'est également l'émission Samedi d'en rire, tous les samedis à 13h30 sur France 3, que vous animez avec une vraie bande autour de vous. Donc Marc Toesca, un petit peu le régional de l'État ici. Voilà, monégasque. Nadège Bossondiane, Yoann Rioux. Vous faites entre 10 et 12% de part d'audience tous les samedis. 1,1 million de téléspectateurs regardaient l'émission samedi. C'est un vrai succès et on imagine une vraie famille. En tout cas, on en a l'impression. Ouais, c'est exactement ça. On fait une émission un peu à contre-courant de ce qui se fait actuellement. C'est une émission très feel-good, dont je suis très fier, parce que dans ces moments compliqués, on a besoin de ça aussi. Et quand je dis que c'est à contre-courant, c'est-à-dire essayer de trouver des plateaux où personne s'écharpe, où des gens sont juste un peu bienveillants. On parle d'artistes, c'est une émission très nostalgique sur des chansons et des sketchs du passé. Et ce que je voulais, moi, ça vient aussi de mon expérience de bande chez Ruquier ou chez Hanouna. Je pense que les gens savent si vous trichez ou pas. Et donc, je voulais absolument, c'est pour ça que le choix de l'équipe a été très important. Quand les gens viennent chez nous à 13h30 le samedi, ils viennent passer un moment. On les prend par la main et c'est très confortable pour eux. Et moi, les témoignages que j'ai dans la rue me réconfortent vraiment et plutôt me confortent dans le fait que les gens ont aussi besoin de ça. C'est une émission un petit peu à part, même si je vais être très honnête, elle est très loin de ce que je fais sur scène, parce que sur scène, mais j'y vais au bulldozer et j'ai peur de rien. Alors que dans Samedi d'en rire, je suis dans l'accueil et dans la bienveillance. Oui, j'ai vu un tweet hier de Didier Roustan qui qualifiait l'émission de Big Bazar. Et j'ai bien aimé cette définition, elle résume assez bien l'émission, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est un côté, on se prend pas la tête, on se prend pas pour d'autres. Et cette simplicité, je crois que les gens, ils sont très sensibles. Et moi, j'ai jamais eu autant de témoignages spontanés. Et même,
Dans cette époque où vraiment sur les réseaux sociaux vous faites déchirer, c'est rare, mais personne ne dit du mal. Il y a des gens qui regardent pas et parce que ça les concerne pas. Mais par contre, il y a une communauté sur les réseaux sociaux très présente et très bienveillante. Et franchement, c'est une anomalie actuellement. Alors, on a parlé du spectacle, on a parlé de la télé. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours d'ailleurs? Parce qu'à un moment donné, on parlait d'une émission de battle d'humoristes en prime time. Il y a également un projet de long métrage aussi. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Est-ce que vous avez quelques projets en cours? J'ai toujours des projets en télé parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, même si je vous l'ai dit, je suis arrivé un peu par hasard, par la bonne grâce de Laurent Ruquier. Donc j'ai toujours des projets, mais honnêtement, c'est long à se mettre en place. Donc je les ai, je suis à disposition si un diffuseur veut s'y intéresser. Mais pour le reste, là, j'ai voulu revenir ces derniers mois à des choses que je maîtrise plus et qui m'animent vraiment depuis toujours, c'est-à-dire l'écriture. Donc je bosse actuellement sur 2 fictions de films de cinéma. Pour terminer, Jean-Luc, on va parler foot. Tout le monde le sait, vous êtes un grand fan du Paris Saint-Germain. Alors, Radio Émotion, Radio Azuréenne, partenaire de l'OGC Nice. Je suis désolé de vous poser la question. Est-ce que vous avez vu le match samedi? Malheureusement, oui, parce que je fais partie de ces malades qui sortent du spectacle, parce que je joue à Paris aussi actuellement le vendredi et le samedi, et donc qui sortent du spectacle en espérant croiser personne qui va lui donner le résultat. Et j'aime mieux vous dire que quand à 2h du matin, vous prenez un but de Andy Delors à la 89e minute, ça fait mal là. Mais justement, cette équipe de l'OGC Nice, on en parle beaucoup avec nos invités Côte d'Azur qui viennent toutes les semaines. C'est quand même une belle équipe. Elle peut aller en Ligue des Champions, on peut le dire, non? Elle peut complètement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Christophe Galtier. Je trouve qu'il fait un très bon boulot. Et puis, c'est pas le hasard quand d'un seul coup, tous les premiers rôles 2 années de suite. En plus, il y a beaucoup de bons jeunes. Alors, il faut voir comment Ineos va gérer ça un petit peu. Est-ce que c'est pour faire développer des jeunes ou pour les revendre après, faire du trading? J'espère que non, comme le petit Kluivert ou d'autres. Il y en a plein qu'on a envie de voir pendant longtemps. Un qui me place beaucoup, si c'est le fils de Lilian Thuram, qui est Fresne. Il a pris une ampleur cette année assez incroyable. Donc on a envie que ça dure. Et puis globalement, je trouve que le niveau du championnat de France a augmenté quand même cette année. Je vois en Coupe d'Europe, on est beaucoup plus présents. Pourvu que ça dure. Et puis voilà. Après, on sent que de temps en temps, ça joue un peu la prudence. Le jeu de Nice mériterait parfois d'être un peu plus offensif parce qu'il y a les qualités pour. Mais déjà, franchement, entre le match que j'ai vu samedi là où Nice avait quelques ambitions quand même et le match que j'avais vu pour Coupe de France au Parc, respect parce que la saison se finira et Nice n'aura jamais été battu par le PSG, donc respect. Vous avez bien regardé la saison de l'OGC Nice, ça nous fait extrêmement plaisir. Si on restait dans le thème, juste dernière question, mercredi évidemment ce Real PSG pour vous qui est très important en Ligue des Champions. Alors Paris peut-il le faire, Jean-Luc? Oui, il peut le faire, obligatoirement, vu l'effectif, vu la particularité de Paris ces dernières années, c'est-à-dire que même si le jeu n'est pas toujours flamboyant en Ligue 1, ils réussissent à se réveiller en Coupe d'Europe. Après, ce qui est dangereux, c'est que quand on n'a pas de certitude dans le jeu tout au long de l'année, c'est toujours un pari de se dire que la lumière va s'allumer au bon moment. Le Real Madrid est une excellente équipe avec une tradition de façon qu'on ne pourra jamais effacer, mais Paris a ses chances. Si Paris joue sur sa valeur, ils doivent passer. Ouais. Un petit pronostic? J'aimerais tellement une petite victoire Bernabeu, même si c'est dommage que Ramos ne joue pas, mais un 2-1 pour Paris, ça serait génial. Allez, un 2-1 pour Paris, c'est noté. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine d'avoir été en direct avec nous sur Radio Émotion. Merci infiniment. On le rappelle, vous serez sur la scène du Grimaldi Forum en Principauté de Monaco le 17 mars prochain à 20h. Réservation sur grimaldiforum.com. Merci infiniment. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci Samuel.